Et là, on vient de me confirmer que le tout sera enregistré, donc vous pourrez le réécouter à bon escient aussi, si ça vous tente. Donc, bienvenue à ce webinaire sur la gestion de la trésorerie. On a voulu vraiment focuser sur l'industrie de la construction et de l'immobilier. Et donc, je suis Jean-Michel Parizeau, je suis chef de la pratique de trésorerie chez Raymond Chabot. Et je suis accompagné de Louis-Étienne Bérubé, également directeur principal et en charge de tout ce qui est paiement et protection contre la fraude au niveau des paiements. Vous aurez peut-être remarqué, nous étions supposés être 3, mais Kevin a passé sous le bistouri hier matin et considérant la quantité de médication qu'on lui a donnée après son opération, je lui ai parlé hier soir, puis je pense qu'on a pris la décision qu'on serait juste tous les deux, en fin de compte, Louis-Étienne et moi, à vous présenter ce webinaire sur la gestion de la trésorerie. L'agenda aujourd'hui est relativement simple. En premier lieu, je vais venir passer peut-être une quinzaine de minutes à venir établir ou poser la problématique que l'on voit en termes de gestion de trésorerie, en termes de cash management, en termes de paiement, surtout dans votre secteur, puis de vous donner un peu un avant-goût de la solution que Raymond Chabot a mis en place pour justement qu'on appelle la solution TAS ou Treasure as a Service pour répondre à ces besoins-là et à ces problématiques-là. L'autre 30 minutes, ça va être vraiment une démonstration. Louis-Étienne va vous démontrer comment on gère à travers cet outil-là technologique la trésor. Ce qui devrait nous laisser environ 15 minutes pour les sessions de questions. Et là-dessus, vous pouvez utiliser le bouton Q&A en bas de votre écran pour poser toutes les questions. Puis, on souhaite que ça soit le plus interactif possible. Donc, on va débuter tout de suite avec les enjeux courants liés à la gestion de l'encaisse et des paiements. On voit les enjeux typiques de n'importe quelle organisation. On voit souvent la difficulté d'obtenir une visibilité sur l'ensemble de ses comptes bancaires, surtout quand on est dans un contexte multibanque. La difficulté d'élaborer des prévisions d'encaisse sur différentes périodes de temps. Le peu d'intégration entre les systèmes, ce qui requiert souvent ou bien de pallier avec Excel ou d'avoir nos employés qui passent du temps à rentrer des données en double ou donc le manque d'intégration entre les systèmes fait en sorte que c'est un enjeu là, qui je pense que plusieurs vivent. On a les paiements par chèque aussi, qui est un enjeu versus l'électronique. Et tout ça, je vous dirais, la COVID a fait qu'exacerber certains des points. On peut imaginer qu'en temps de crise, d'avoir une visibilité bancaire, on veut avoir une visibilité bancaire rapide et qu'on puisse l'avoir de façon journalière. C'est quand, en temps de crise, je n'ai pas le goût d'attendre une semaine pour savoir c'est quoi les soldes bancaires que j'ai à travers mes banques. Donc, on va avoir une information qui est up-to-date et fréquente. Donc, ça, c'est les enjeux typiques. On a dans les enjeux spécifiques au secteur, évidemment, le secteur de l'immobilier puis de la construction, ce que l'on constate souvent, c'est que vous êtes dans un contexte multibanque et aussi multi-entité. Ce qui fait en sorte que dans un contexte comme celui-là, aller chercher l'information de différents endroits devient de plus en plus compliqué et prend beaucoup plus de temps. Dans un contexte aussi de multi-entité, les transferts entre les corporations, les transferts donc de mon holding à une autre entreprise, etc., sont relativement assez fréquents. Puis la traçabilité de toutes ces intercos-là devient une priorité.
Les prévisions d'encaisse deviennent aussi très importantes. Comme quelqu'un me l'avait dit dans le secteur, Jean-Michel, moi, j'ai des sorties de fonds en continu. C'est constant. Mais mes entrées de fonds sont relativement ponctuelles. Donc, il faut vraiment que je puisse gérer cette dichotomie-là entre mon influx et mon outflow. Un autre point très spécifique à votre secteur, c'est la difficulté de suivre le portefeuille d'emprunt, les phases construction, le shift à un prêt standard, le moratoire, par exemple, qu'on a eu dans la période de COVID. Et tout ça par projet et au consolidé. Évidemment, bon, ben, le chèque est quand même relativement très utilisé dans le secteur. Et par contre, le chèque, il faut penser aussi d'un point de vue conciliation de ces chèques-là devient plus important. Puis il y a un dernier facteur au niveau des enjeux qu'on demande, c'est la reprise en forme de... On a parlé souvent de la reprise en forme de cas. La patte descendante a été moins importante qu'on pensait initialement, mais on peut s'attendre qu'avec le gouvernement qui se retire tranquillement du rôle qu'il a pris dans les derniers 18 mois, va faire en sorte qu'il y a certaines entreprises qui vont avoir certaines difficultés à venir. Et en ce sens-là, si on utilise juste la loi de Pareto, le 80-20, vous pouvez imaginer qu'il y a peut-être 20% de vos clients ou de vos suppliers qui vont avoir des difficultés dans les années ou dans les mois à venir. Et c'est dans ce contexte-là que l'on dit qu'il est important d'être bien outillé. S'il y a un secteur d'activité qui doit comprendre comme quoi avoir le bon outil est important, et c'est là où, en fin de compte, le TaaS ou le Treasurer as a Service ou notre solution technologique que l'on apporte est vraiment est là pour outiller l'entreprise. Puis c'est ce genre de défis-là qui ont poussé beaucoup d'entreprises à investir en technologie. Vous voyez des grands noms que vous voyez. En l'occurrence, ici, on parle de Keriba, qui est un système de trésorerie, un leader mondial. Au Canada, vous remarquerez qu'on parle de grandes entreprises comme la Caisse, Power Corp, Industrielle Alliance, etc. Au niveau corporatif, il y a aussi les Saputo, les Futures, les Énergir de ce monde, mais il y a aussi tout de par les défis que vous devez vivre au niveau multi-bank, multi-entity, on voit vraiment que le secteur de la construction et de l'immobilier a adopté des solutions technologiques telles que Keriba. Vous voyez les noms en bas, incluant, par exemple, au Québec, là, le groupe Sélection, Trigone ou le groupe UOT. Et c'est vraiment le pourquoi nous avons développé la solution TaaS, Treasurer as a Service, qui se veut vraiment une solution, c'est une solution unique. Notre objectif ici, c'était de dire comment est-ce qu'on peut prendre un système qui est utilisé par les grandes entreprises, puis on vous a montré quelques noms précédemment, et l'amener à la PME ou la ME. Comment est-ce qu'on peut venir simplifier ce processus-là pour outiller la PME, et ce, à une fraction du coût? Alors, ce que l'on a fait, c'est que chez Raymond Chabot, on s'est dit, on va acheter une licence de Keriba et on va permettre à nos clients de venir s'insérer à même cette application-là. Ce que ça nous permet, c'est qu'en fin de compte, ça vient réduire. On n'a pas sélectionné, puis on va être très honnête, on n'a pas sélectionné l'ensemble des solutions, mais on a des modules de Keriba. On est venu vraiment mettre un point d'appui sur qu'est-ce que la PME a besoin principalement.
puis on s'est dit qu'il y avait la solution de gestion de l'encaisse, puis la solution de paiement. Puis au niveau de l'encaisse, c'est justement d'offrir une plateforme multibanque, de permettre la conciliation bancaire, puis permettre les prévisions de l'encaisse à même la plateforme qui est là. De l'autre côté, la solution de paiement, c'est de s'assurer qu'on migre beaucoup plus vers des paiements électroniques et avoir une intégration avec son système comptable. Donc, pour permettre, en fin de compte, un flux naturel d'informations entre le système comptable et sa banque. Alors, ce qu'il faut penser un peu au TAL, c'est un peu un... Vous n'avez plus besoin tout d'un coup d'avoir accès à vos différentes plateformes bancaires. Tout est centralisé en un seul système qui vous permet de gérer l'encaisse et les paiements de façon uniforme. Cette solution-là, la beauté, c'est que c'est la même solution qu'Eriba, qui est une solution qui est utilisée par plus de 2000 clients à travers le monde. C'est la même version, c'est un modèle SaaS. Donc, c'est vraiment, vous avez accès à la même solution que les grands noms qu'on mentionnait précédemment à ça. Donc, c'est un leader dans les solutions de trésorerie. Juste pour vous donner une idée, on parle l'an dernier d'investissement dans la plateforme d'à peu près 50 millions de dollars de par Keriba dans sa plateforme en amélioration continue des fonctionnalités. Donc, le gros avantage d'outils d'avoir fédéré cette solution-là par Raymond Chabot, c'est que ça nous permet d'avoir un impact sur vos équipes TI réduit. L'implémentation en est réduite parce qu'on a défini un cadre de gestion initiale qui vous permet de venir s'insérer rapidement. C'est pour ça que on parle d'une implémentation qui est en dedans de 12 semaines. Les composantes du prix pour une telle solution, vous pouvez imaginer qu'il y a des frais mensuels de licence qui sont, c'est à partir de 850 $. Puis, je vous dirais, les grands vecteurs de changement par rapport à ce prix-là sont le nombre d'utilisateurs et le nombre de banques avec qui vous faites affaire. C'est sûr que plus il y en a, plus les prix augmentent parce que c'est à l'utilisation. Au niveau des frais d'implémentation, comme je le mentionnais, on parle vraiment ici d'une implémentation qui est écourtée et qui est vraiment focusée sur à peu près 12 semaines. Le 12 semaines s'expliquant surtout par rapport à l'intégration avec les banques que l'on fait. Donc, comment ça marche un peu de façon globale, l'architecture du système de trésorerie ou de la solution TAS, puis ça, c'est vrai pour l'ensemble des... c'est qu'en fin de compte, le système vient s'insérer vraiment entre vos partenaires bancaires et votre système comptable et vient ajouter, en fin de compte, l'ensemble des données financières qui sont nécessaires. Là, ici, on a Fininfo, Bloomberg, etc. Mais principalement, ça devient le point de jonction de vos systèmes et on vient intégrer les données d'un bord et de l'autre. Donc, encore une fois que vous avez mis ça en place, vous n'avez plus besoin d'accéder à vos plateformes bancaires pour aller chercher vos soldes bancaires, pour uploader des fichiers de paiement qui viennent de votre API ou de votre système comptable, de devoir retaper des wires. Tout ça se fait à même l'application. Et d'un point de vue paiement, puis on va le voir un peu plus, on va venir définir des workflows d'approbation à même le système qui vont être très spécifiques à vos besoins. Sur ces bonnes paroles, ce que je vais encourager, c'est je vais demander à Louis-Étienne de peut-être nous montrer un peu de quoi a l'air le système en réel. Merci Jean-Michel. Je vais rester sur cette diapositive-là quelques secondes. Juste rentrer un peu plus en détail, là, vous comprendrez que je suis la personne plus technique du couple là, entre moi et Jean-Michel. Donc, j'aime expliquer là, les principes.
c'est important de comprendre de gauche vers le centre. Ben, premièrement, Kyriba est une plateforme infonuagique, là, donc aucune installation chez nos clients. On se connecte là, à travers un browser là, ou un furteur Internet. Comment on se connecte à les banques? Il y a différentes façons. Naturellement, c'est sécuritaire, mais c'est aussi l'information qu'on reçoit ou qu'on échange avec les banques, c'est standardisé. Donc, en Amérique du Nord, on reçoit des états de compte, par exemple, BAI, qui est très machine. C'est codé, mais ça dit exactement ce qu'on s'attend comme transaction et on reçoit ça automatiquement. C'est poussé par la banque vers notre système de trésorerie. À l'international, c'est autre chose, 940. Donc, tous ces échanges-là sont vraiment standardisés, qui nous permet une intégration intime avec les banques. De l'autre côté aussi, lorsqu'on pousse des paiements à la banque, encore une fois, on utilise différents standards et on s'en va vers des standards là, beaucoup plus modernes, comme le ISO 20022, du XML avec beaucoup d'informations, mais on est vraiment en mode hybride où on pousse aussi des instructions de paiement dans des standards dits plus vieux, avec moins d'informations. Mais le message important, c'est que c'est standardisé. Donc, la banque sait qu'est-ce qu'on envoie ou on sait ce que la banque va recevoir. De l'autre côté, à droite de l'écran, l'intégration avec les systèmes comptables, super important, encore une fois, dans les deux sens. Premier sens, c'est d'avoir le plus d'informations possible. Compte payable, compte à recevoir, le détail, pour que je puisse bâtir, pour que Kyriba puisse bâtir des prévisions de sortie de fonds ou d'entrée de fonds. Puis, ce que le système comptable est capable de générer, ou au minimum, ce qu'on demande, c'est un fichier ou un rapport de façon structurée. Et à l'intérieur de Kyriba, on a des outils de mapping ou de data exchange qu'on appelle qui vont pouvoir me permettre de vraiment intégrer les informations qu'on reçoit du système comptable. Donc, ça, c'est en réception. Et de l'autre côté, on peut pousser, maintenant que j'ai l'information, donc j'ai reçu des états de compte, je confirme l'encaissement d'un chèque, par exemple, je peux pousser cette information-là au système comptable. Encore une fois, c'est au système comptable de me dire, moi, je suis capable de lire un fichier qui est structuré de telle façon. Encore une fois, on va utiliser le même outil de mapping pour créer ou générer un fichier que le système comptable est capable de consommer. Donc, ça, c'est vraiment un aspect plus technique, quand même assez haut niveau de l'architecture, puis qu'on va faire référence durant la démo. Les données financières, là, j'en passe, mais grosso modo, Kyriba est vraiment au centre. On a une vue 360 de toute information financière qui se passe au niveau de l'entreprise. Pour le besoin de ma démo, j'ai créé une compagnie bidon et je l'ai gardée super simple. Je sais que dans la construction, c'est loin d'être aussi simple. On a beaucoup de projets, on a beaucoup de comptes bancaires, etc. Dans ma compagnie, je garde ça super simple. C'est LEB Holding. Et j'ai deux comptes de banque. J'ai un compte de banque opération à la Banque nationale. J'ai un compte de banque plus investissement ou overnight chez Desjardins. Ensuite, j'ai deux entités légales, LEB Privilège puis LEB Bassin KB. Également, c'est des vues là, ou des comptes de banque séparés en termes d'opération. On voit que dans Privilège, j'ai une phase 1 qui est complétée. Je suis plus en mode valorisation de mon projet, en mode opération. Donc, j'ai une hypothèque et j'ai des opérations. Versus phase 2, où est-ce que je suis vraiment en train de bâtir ma phase 2, j'ai un pré-construction, on est dans les débuts des travaux, etc. Donc, c'est un peu ce que je vais vous démontrer. Là, ça va vous permettre de suivre. Naturellement, j'ai très peu de données dans ma démo. J'ai gardé ça simple pour que ça soit facile pour vous de voir où l'argent rentre, où l'argent sort, etc. et comment je bâtis mon forecast. Sans plus tarder, on passe à la démo. Je me dis, est-ce qu'il y a des questions? Mais ça ne marche pas comme ça. Donc, j'espère que tout le monde peut voir mon écran comme il faut. Jean-Michel, j'ai un signe de tête. Parfait. Excellent. Donc, comme je disais, c'est une application qui est info-nuagique. Donc, dans le cloud, on y accède à travers une application, un browser, Chrome dans ce cas-ci. Chose que j'avais oublié de mentionner dans ma structure, je vais me connecter comme directeur. Donc, moi, je vais voir l'ensemble de mes divisions. Mais naturellement, on peut créer des usagers où est-ce qu'on voit une partie, un seul compte de banque ou juste une seule division. Et on va se connecter là, avec mot de passe. Donc, Kyriba
en termes de sécurité, c'est aussi sécure, sinon plus qu'un portail bancaire. Donc, il passe à travers un paquet d'audits de sécurité, de conformité à chaque année pour lesquels là, on a accès. Donc, ça, c'est super important. Quand je me connecte à l'application, ce qu'on voit, c'est des graphiques. Donc, c'est vraiment le landing page de l'application. C'est des graphiques qu'on bâtit avec nos clients. Au départ, c'est pour vous donner une prise de vue rapide de ce qui se passe au niveau de mes cash là, ou de mon cash flow. Donc là, on voit un peu basé sur le scénario que je vous avais dit. Je travaille avec 2 banques principalement, Desjardins, Banque nationale. On voit les soldes dans ces 2 institutions financières-là. J'ai mes divisions ici et aussi mon capital ou mes soldes dans chacune des divisions. Et on voit là, que j'ai commencé à travailler avec la compagnie en début du mois et tranquillement, là, je me suis bâti des cash. On voit l'évolution de mon cash depuis aujourd'hui, aussi dans le futur. Okay? Donc, ça encore, c'est des graphiques qu'on bâtit avec nos clients qui peuvent eux-mêmes les changer s'ils ont des privilèges, s'ils sont connectés comme directeur dans l'exemple que je fais présentement. Au niveau des marchés de données, j'en ai mis quelques-uns, par exemple, si vous travaillez avec des devises, donc on peut voir nos taux de devises. On peut avoir des index, par exemple, le taux prime canadien. Là, dans l'exemple ici, c'est le LIBOR USD 1 mois. Mais ça encore, c'est des données qui sont disponibles dans le système qu'on peut mettre à votre disposition pour une prise de vue là, rapide. Et en bas de l'écran, c'est des paiements qui sont en attente d'approbation. Je vais revenir un petit peu plus tard sur cette section-là. Mais en gros, j'ai une prise de vue rapide. Ce qui est important, pourquoi je vous parle de cet écran-là, c'est si c'est le même écran qu'on retrouve sur l'application mobile. Donc, c'est possible de se connecter via l'application mobile. Si vous allez sur le App Store, Google Store, cherchez pour Kyriba, vous voyez que c'est vraiment une application. Et avec les credentials, avec les mots de passe, ces choses-là, quand je me connecte, c'est exactement la vue que je vais avoir. Donc, c'est super important. Je suis en déplacement, je suis en meeting, j'ai un paiement urgent, important à approuver. Ben, je peux le faire à travers ma tablette si j'ai l'application Kyriba puis je me suis connecté. Okay? Et à la gauche de l'écran, ben, c'est vraiment les différents modules à lesquels moi, directeur, j'ai accès. Cash management, les paiements, les dettes, etc., etc. Je suis connecté comme usager anglophone, mais je peux changer là, mes préférences en tout temps. Là, je pense que j'ai 18 langages possibles à utiliser, dont le français et le français canadien. Et je vous dis qu'il y a une grande différence entre les deux. Mais tout ça est flexible, donc on donne la chance aux utilisateurs de bâtir leur propre vue. Si je vais à l'intérieur d'un module, ben là, à l'intérieur, ce qu'on voit, c'est ce qu'on appelle des menus maps. Donc, je suis allé dans le module de cash management. Ce qu'on essaie de représenter ici, c'est votre processus typique dans une journée, ce qui permet l'adoption du système beaucoup plus rapidement par les employés. Donc, dans ma journée, la première chose que je fais, je regarde mes soldes bancaires. J'ai ma tuile. Est-ce que j'ai reçu tous mes états de compte? J'ai ma tuile. Est-ce que ma réconciliation est faite? J'ai ma tuile, etc. Ensuite, je finis ma journée. Est-ce que je suis déficitaire? Est-ce que je suis correct? Et ensuite, je bâtis mon forecast pour la semaine, pour le mois. Donc, on essaie vraiment, c'est des liens, c'est des hyperliens, des shortcuts, comme on dit, à l'intérieur de l'application. Donc, au lieu de se souvenir dans quel menu il faut que j'aille faire telle affaire, bien, on bâtit un menu map avec nos clients selon leur processus. Donc, chacun des clients va avoir des tuiles colorées avec des logos différents. Donc, ce qui permet de naviguer quand même assez facilement. Donc, en gros, ça ressemble à ça l'application Kyriba. Et donc, c'est à partir de ce menu-là qu'on pourrait vérifier, en fin de compte, avoir une vue d'ensemble sur l'ensemble de mes comptes bancaires, donc en un seul endroit, de voir la progression aussi dans le passé puis dans le futur. Right? Ben, exact. L'application se dit bank agnostique. En français, ça veut dire qu'on regroupe l'ensemble de nos banques, l'ensemble de nos comptes. On va avoir une vue consolidée. Okay? Donc, j'ai différents menus, j'ai différentes vues que je peux aller chercher. La plus simple, c'en est une ici, en date de fermeture hier. Hier, j'ai fermé ma journée.
qu'est-ce que j'avais comme balance dans mes comptes et on voit le total ici en bas. Donc, c'est tous les comptes de banque que je vous ai présentés dans ma structure par division, etc. Et je vois là vraiment mon total. Naturellement, je peux aller dans le passé en tout temps. Donc, c'est facile pour moi de revenir en arrière et voir l'évolution de mes soldes. OK? Et si je clique à l'intérieur d'un compte, bien, naturellement, j'ai le détail de ce que la banque m'a envoyé. Je peux même aller un peu plus loin puis voir vraiment là, la description, etc., etc. Donc, c'est un peu ce qu'on retrouve dans un portail bancaire. Par contre, c'est pour l'ensemble de mes banques, l'ensemble de mes comptes, que ce soit Desjardins, Banque nationale ou les autres banques. OK? Donc, ça, c'est le passé. Une chose qui est super importante de mentionner, ce qu'on n'a pas dans les portails bancaires, c'est que dans Keriba, je n'ai pas d'archivage ou de purge de données. Donc, si j'ai pour 7 ans de données, ben, je peux revenir 7 ans en arrière, comme je viens de le faire rapidement en choisissant mes dates. Ça, c'est super important, ce qu'on n'a pas dans nos portails bancaires. Ça, c'était le passé. Maintenant, j'ai différentes vues, puis on va le voir. Dans le futur, ben, là, j'ai choisi une vue de semaine du lundi au vendredi de cette semaine. Donc, je vois ce qui s'est passé, mes sols, et je vois aussi mon futur, combien je pense finir ma semaine pour l'ensemble de mes entreprises. Okay? Ce que je vois ici, c'est on voit revenu, revenu, revenu qui revient 3 fois, puis je vais vous expliquer pourquoi. On voit des petits signes ici. Point d'interrogation, ça veut dire c'est un forecast potentiel. OK? Donc, c'est estimated forecast qu'on appelle en anglais, c'est potentiel. Le tilt ici, c'est vraiment un forecast, ça va se passer dans le futur, mais confirmé. Donc, je suis certain que ça va arriver. Mon montant est probablement précis, ces choses-là. Et le crochet, bon, on voit que le crochet, c'est ce qui s'est passé dans le passé. Donc, c'est des actuals. C'est ce que j'ai reçu de la banque. Donc, c'est une façon de distinguer là, mes différents inflow, outflow. Donc, ce qui s'est passé dans le passé, ce qui va se passer dans le futur et ce que je pense qui pourrait peut-être que arriver aussi avec le point d'interrogation. Donc, on peut jouer avec les différentes vues. Là, j'ai tout inclus ces données-là, mais je pourrais dire, ben, je veux juste voir mon forecast confirmé, je veux juste voir mon forecast potentiel, etc. Donc, on vient jouer avec ces vues-là comme on veut. C'est sûr que d'un point de vue balance bancaire, on parle d'une intégration avec ces banques, entre les banques et le système. Donc, on vient voir qu'est-ce qu'on a actuellement. Mais quand on commence à parler du futur, ces chiffres-là viennent d'où exactement? Ouais, super. Question. Ils viennent de différents endroits ou différentes façons de populer un forecast. Avant que j'entre dans le comment, si je vous montre c'est quoi un forecast, ben, c'est tout simplement des données par ligne structurées. On le voit ici. Hein? J'en ai 1243 données qui a bâti mon forecast. On voit les différents flows que je vous disais, estimated versus confirmed, etc. Donc, ça, c'est d'avoir les données de façon structurée pour pouvoir après ça les afficher comme j'ai montré dans mon tableau précédemment. Donc, comment on bâtit ces données-là, comment on les crée? Première des choses qui est super importante et qui est très, très utile, c'est tout ce que je fais dans Kiriba va me créer une ligne ou plusieurs lignes. Comme par exemple, si je fais un paiement, ben naturellement, le montant du paiement, ça va me créer une ligne forecast. Surtout si mon paiement est en date future, je le fais en date de lundi prochain, mais je vais avoir une ligne forecast paiement lundi prochain. Euh, Mes dettes, j'ai inscrit mes dettes dans Kiriba, je les ai bâties, j'ai ma cédule, comment je paye en intérêt, en capital, ben, tout ça va venir générer des cash forecasts. Donc, première des choses, c'est vraiment tout ce que j'ai fait à l'intérieur du système. Le forecast va être créé. Par la suite, naturellement, je peux en tout temps ajouter des forecasts manuellement. Donc, j'ai un achat de terrain, j'ai un ad hoc, ces choses-là, une sortie ou une entrée qui est spéciale, spécifique. Ben, en tout temps, je peux venir l'ajouter à mon forecast. L'autre chose qui est intéressante aussi, ben, je peux continuer à travailler avec des fichiers Excel. Donc, je peux avoir un fichier Excel, peut-être pas lui, pardon, je vais ressortir. Je ne retrouve plus mon fichier.
J'ai travaillé sur autre chose. Donc, en voilà un ici. Pardon. Je vous le montre. Okay. Donc, j'ai un fichier Excel qui pourrait me venir d'une autre division, qui pourrait venir d'ailleurs, par exemple, un contrôleur qui m'a envoyé son forecast, ces choses-là. Ce que je fais, c'est CTRL-C dans le fichier, puis je viens faire CTRL-V tout simplement à l'intérieur de ma feuille ici. OK? Donc, ça, c'est super facile. Donc, on peut continuer à travailler avec Excel. L'autre façon de faire aussi qui est super intéressante, c'est des forecasts récurrents. Okay? Donc, je peux programmer le système pour me bâtir des forecasts récurrents. J'en ai quelques-uns ici. Par exemple, mon Internet. Pour le siège social, c'est toujours le même montant. C'est toujours à peu près le même mois, ces choses-là. Ça ne varie pas tellement. Ben, je peux le construire là, pour les prochains mois. On le voit ici, c'est un montant de 500 à tous les mois, à la fin du mois, puis ça roule là, jusqu'en 2023. Et on voit vraiment là, tous les flots encore de façon structurée que ça l'a généré dans le système. Puis on le voit, là, c'est jusqu'en 2023. Et en tout temps, s'il y a une variation, s'il y a quoi que ce soit, ben, je peux venir le modifier directement ici. Dire, ah ben là, à partir de juin 2022, c'est plus 500, c'est 600 donc je peux venir le modifier directement. Puis ça va venir impacter le restant de mon forecast. La dernière façon de bâtir le forecast, mais non le moindre, c'est l'import. Okay? Donc, un import manuel. Donc, je reprends mon même fichier Excel, puis je viens faire un drag and drop ici, ou je viens me connecter, comme j'ai montré dans l'architecture, je viens me connecter au système comptable qui, lui, me pousse l'information, soit à tous les jours, à tous les semaines. On s'entend sur la façon. Donc, ça aussi, ça va venir créer mon forecast pour les entrées, comme j'ai montré ici. Le plus de données, le plus de granularité que j'ai, je vais pouvoir le bâtir automatiquement. Donc, fini le temps des Excel, consolider, etc. Tout le système le fait pour nous. Il faut juste trouver une façon ou maximiser la façon que les entrées arrivent dans le système. Et ça, cette vue-là peut être sur plusieurs périodes. Là. En ce moment, on a les 5 prochains jours, mais oui. Les données, une fois qu'ils sont dans le système, ben par exemple, une dette immobilière, ben on peut demander un forecast sur une période de 6 mois, 1 an, puis on va voir en fin de compte les cash flows. Donc, on n'a plus besoin de s'en souvenir. Le système va le faire pour nous. Ben, exact. Donc là, je ne sais pas si je suis allé un peu plus loin si je vais un peu plus loin dans le futur, là, donner un exemple. Puis la beauté aussi, c'est moi, ce que j'ai toujours aimé, c'est que là, on a des steps qui sont daily, mais on peut avoir des steps daily au début, puis après ça, des steps weekly, puis des monthly, etc. On a tous dû naviguer Excel, puis essayer de faire des sommifs de différentes colonnes, puis de se mélanger les pinceaux, là, mais au moins le système nous le permet. Exact. Donc, on le voit, là, ici, je suis allé jusqu'en 2022. On le voit, c'est sûr, je n'ai pas beaucoup de données en 2022, à 1 an d'ici. Surtout que c'est un environnement de démo, mais on voit que j'ai des entrées là, qui se populent déjà. Puis encore là, on le voit d'une façon consolidée, mais on pourrait le faire par entité, par compte bancaire, etc. Donc, le niveau de granularité est selon nos désirs puis nos besoins. Mais je vais juste reprendre un peu sur l'import des payables à travers la plateforme. Donc, si on peut importer les payables, ça veut dire qu'on peut importer aussi les chèques qui sont ou déterminer les chèques qui ont été émis, les chèques en circulation, les chèques encaissés. Tout ce processus-là, en fin de compte, peut être géré à même l'application. Absolument. Donc, les chèques, c'est des payables. On peut importer la liste des chèques qu'on a imprimés dans Kiriba et les catégoriser. Donc, si je retourne dans mon One Week Forecast, au lieu de prendre une vue par budget, je vais la prendre par flow. Donc, flow, c'est vraiment le type de transaction. Je vois ici là, des chèques qui ont été cleared, puis je vois aussi des chèques qui sont outstanding.
Donc, j'ai pour outstanding, ça veut dire en circulation, pardon, j'ai pour 10 millions de chèques en circulation présentement, ce qui pourrait avoir un impact là, sur mes soldes bancaires. Donc, c'est super important de garder une visibilité de ça. Comment je fais pour différencier un chèque qui est en circulation versus un chèque qui a été encaissé? Ben, c'est tout simplement grâce aux états de compte que je reçois de la banque. Je vous l'ai dit, l'état de compte, elle est codifiée. Donc, ça me permet de savoir que ça, c'est un chèque. J'ai une référence qui m'est envoyée par la banque. Donc, souvent, la référence, c'est le numéro de chèque. Et moi, dans mon import, j'ai le numéro de chèque également. Donc, c'est ce qui permet au système de réconcilier les deux automatiquement. Donc, si j'avais 10 chèques au départ, puis là, lundi, puis hier, mardi, il y en a 5 qui ont passé, mais il va m'en rester 5 en circulation, puis 5 qui ont été encaissés. Exemple, ici, la réconciliation s'était faite automatiquement lorsque j'ai importé mes états de compte. Donc, ça, la ligne du haut, c'est vraiment un état de compte, mais je l'ai déréconcilié pour vous le montrer. Donc, j'ai reçu le code 75 qui est un chèque de telle valeur. Donc, si je veux venir chercher dans mes forecasts, je vois que j'ai un chèque de la même valeur. Donc, le système va venir les réconcilier automatiquement. Okay? Ce qui est intéressant, c'est que dans mon forecast, on le voit ici, c'est un forecast, mon chèque, je peux fournir de l'information. Donc, c'est le numéro de chèque, ça ne change pas, c'est correct, mais c'est le fournisseur, c'est mon ami Gabi, c'est pour les armoires du logement 35. Écoute, je peux mettre l'information que je veux là-dedans, qui va être gardée, maintenue pour lorsque je vais pouvoir créer mes rapports, ces choses-là. Donc, je bâtis quand même une intelligence beaucoup plus que qu'est-ce que la banque va m'envoyer. La banque va me dire chèque puis le numéro de chèque, that's it. Okay? Donc, une fois que les deux sont équivalents, ben, on fait la réconciliation et c'est tout. L'information est conservée. Puis on est tous d'accord que le chèque, ce n'est pas forcément la méthode la plus Ben, c'est encore très commun. C'est encore très commun. Par contre, il y a une façon vraiment d'optimiser notre gestion. On voit ici, j'ai créé un rapport de chèque en circulation super simpliste, mais que je pourrais retourner à mes équipes ou que je pourrais retourner à mon système comptable. Là, je le fais manuellement, mais c'est quelque chose que je peux céduler. Juste donner un exemple là, des types de rapports qu'on peut avoir dans Kiriba. Cette fois-ci, je l'ai vraiment fractionné par compte de banque. Et je pense qu'il y a peut-être aussi certains développements dans la prochaine année là, qui vont, je pense au niveau canadien particulièrement, qui vont peut-être encourager la réduction des chèques. Oui. Ben, les chèques, ils ont une tendance à la baisse, définitivement, remplacés par les paiements électroniques. Pourquoi les chèques sont encore autant utilisés? Ben, c'est le sentiment de contrôle papier. C'est aussi l'information qu'il y a sur un chèque. Donc, on sait le numéro de facture, on sait ce qu'on perd un peu avec le paiement électronique. Donc, ça, c'est la raison pourquoi le chèque survit. Par contre, on voit nettement une tendance à la baisse et je suis convaincu que cette tendance-là va s'accélérer dès l'année prochaine lorsque Paiement Canada, donc novembre 2022, Paiement Canada va lancer un nouveau véhicule de paiement qui s'appelle le RTR, Real Time Rail, qui lui va être des paiements instantanés, un peu comme on connaît avec Interac. Mais avec une limite beaucoup plus grande au niveau du montant, mais surtout avec beaucoup plus de données qui va voyager avec le paiement. Donc, la structure de cette nouvelle plateforme de paiement-là s'appelle, c'est du Real-Time Rail, puis c'est du XML derrière tout ça, du ISO 20022. Donc, les raisons pourquoi on paye, les factures, si on a payé partiellement ou complètement, tout ça va pouvoir être à l'intérieur de l'instruction de paiement et les banques vont persister l'information. Donc, quand je vais recevoir le paiement, je vais savoir exactement ce que j'ai reçu. Donc, pour moi, cette nouvelle plateforme de paiement-là va vraiment accélérer la diminution des chèques et augmenter les paiements électroniques. Donc, c'est pour ça qu'une plateforme qui peut combiner les deux,
ou soutenir les deux va être super important. Puis pourquoi je crois vraiment à notre plateforme. Donc, on l'a vu, les chèques, je suis capable de les gérer, ça va bien, il n'y a pas de problème, mais je suis capable aussi de faire les paiements électroniques à l'intérieur de Kiriba, que ce soit les véhicules présentement en place, donc le EFT, les wires, ou les autres, ainsi que le futur, que ce soit de l'Interact, que ce soit de Real-Time Rail. Okay? Comment ça fonctionne? T'avais-tu une autre question, Jean-Michel? Non, vas-y. Je rentre dans le module juste pour expliquer comment ça fonctionne. Je regarde le temps, je vais accélérer un peu. Première des choses, la gestion des bénéficiaires, des fournisseurs. On peut l'avoir dans le système comptable, mais on peut aussi l'avoir dans Kiriba. Puis je pense que c'est une fonctionnalité qui est super intéressante. Donc, je peux créer mes fournisseurs, mettre des limites de transactions sur mes fournisseurs, mais aussi gérer ses comptes de banque. Et je viens fermer ou je viens de locker cette information-là. Donc, si je veux la changer, créer un nouveau, ben, j'ai besoin d'un approbateur aussi avant que ça prenne effet. Donc, ça, c'est super important pour réduire le risque de fraude, surtout avec du real-time rail. Si on se fait frauder, c'est instantané, puis c'est des paiements irrévocables. Donc, je pense que c'est important de venir vraiment barrer sa liste de fournisseurs. On l'inclut à l'intérieur de Kiriba ou on la barre à l'intérieur du système comptable, mais l'information est disponible ici. Après ça, comment on peut créer des paiements? Ben, naturellement, on a l'import. Donc, comme je disais, on envoie les comptes payables qu'on reçoit du système comptable, chaque ligne. Je peux venir l'importer soit un drag and drop ou via un lien sécurisé. Puis l'information va être populée dans Kiriba pour tomber dans mon workflow approval. Et je vais répondre tout de suite à une question qui a été posée sur la plateforme. Quelqu'un posait la question, l'information sur Gabi, là, sur est déjà dans le système comptable. Est-ce que c'est de la double entrée? Puis absolument pas. C'est qu'on va prendre cette information-là dans le système comptable, puis on va venir l'amener dans la plateforme de Kiriba et qui va après ça on va venir pouvoir réconcilier beaucoup plus facilement cette information-là et on va repousser. Donc, tous ces liens-là entre la banque et votre système comptable est fait vraiment de façon automatique. Là. Très bon point. Très bon point. Donc, je parlais de l'import des paiements. Donc, encore une fois, je vais avoir mon ami Gabi, par exemple, comme information. Elle va être stockée dans Kiriba. Puis là, je tombe dans un workflow approval que je viens définir avec chacun de mes clients. C'est là aussi qu'on se distingue des portails bancaires. J'ai un automatisme que je n'ai pas nécessairement avec les portails bancaires, mais aussi j'ai une flexibilité. Dans Kiriba, on peut avoir jusqu'à 9 niveaux d'approbation. Peut-être pas le processus idéal, là, aller jusqu'à 9 niveaux, mais définitivement beaucoup plus flexible que ce que les banques peuvent offrir. On peut mettre des thresholds, donc par exemple, j'ai 2 niveaux d'approbation pour tout paiement de 50 000 et plus, mais rendu à 1 million, il me faut 4 niveaux d'approbation. Ou il faut que ça soit absolument un propriétaire d'entreprise et non pas juste des gestionnaires. Donc, toute cette flexibilité-là, on la construit avec nos clients. Lorsqu'on a des paiements en approbation. Je n'ai pas fait d'import, je vous ai montré comment, mais même principe, je vais créer un paiement manuellement. Donc, je peux créer manuellement dans l'application. Ici, je fais juste un transfert bavette, c'est super simple. Donc, je peux choisir le type de paiement que je veux faire. Je vais le faire à partir de holding, de mon compte canadien. Puis, vu que c'est un paiement canadien, ben, je vais payer Louis-Étienne. Puis, vu qu'il fait une maudite bonne job, on va le payer 100 000. L'autre chose qui est intéressante aussi, ben, je peux venir attacher des documents. J'ai vu ton visage par rapport à la maudite bonne job. Donc, on peut venir attacher peut-être une facture, ces choses-là. Donc, un document qui va être préservé là, pour celui qui approuve le paiement. Donc, je viens de mettre un PDF, ça pourrait être une facture. Donc, je viens attacher le document à mon paiement. Je sauvegarde. Naturellement, on aurait pu créer des templates, ces choses-là, mais on voit que c'est quand même assez simple et on voit que mon paiement est en attente d'approbation. Si je retourne à mon home page, je vous avais montré un peu les paiements en approbation. Ben, on voit, j'avais dit 100 000, finalement c'était 10 000. Je me suis trompé d'un zéro. On va le rejeter ou on va l'approuver, mais on peut voir le détail du paiement
qui l'a créé, qui peut l'approuver. Et puis, si je veux venir voir mes fichiers attachés, ben, on le voit ici là, que c'est pas le même paiement, on dirait. On va pouvoir venir voir le fichier attaché. Donc, je dois avoir. Il est ici, mon 100 000. J'avais fait un test là, auparavant. Donc, si je vois mes paiements attachés, on voit Kiriba Mobile. Et voilà. Donc, c'est fun. Je vais recevoir 2 paiements. Une fois que ça va être approuvé, tu vas m'approuver ça, Jean-Michel. Donc, ça va prendre effet. Ça va s'envoyer à la banque pour débiter mon compte. Il y avait une petite question sur la fréquence et les imports du système comptable. Est-ce qu'on peut les configurer pour qu'ils soient automatiques? Absolument. Les liens entre les banques et votre système comptable se fait par lien SFTP ou manuellement. On a vraiment beaucoup d'options et de flexibilité dans ce mode-là. C'est quelque chose qu'on détermine là, lors de la mise en place, l'implémentation, les fréquences, puis toute cette intégration-là. Ça se fait quand même assez facilement. L'objectif est évidemment d'avoir le moins de manipulation possible. Donc, en fin de compte, que le flot d'informations soit le plus automatisé. Mais bon, ça, c'est au niveau des paiements, mais c'est sûr que dans le domaine de la construction, puis de l'immobilier, on parle beaucoup de dettes, évidemment. Comment on peut gérer ce côté-là là, dans l'application? Oui, bien, je n'avais parlé un peu lorsqu'on avait revu la structure de mes entreprises. J'en ai des dettes, j'ai différents types de dettes. Kiriba me permet de supporter là, pas mal toutes les dettes que j'ai vues dans l'industrie de la construction, que ce soit les prêts terrains, que ce soit le prêt construction, l'hypothèque, ces choses-là. Donc, c'est des choses qu'on est capable de rentrer dans le système. Je suis allé dans mon module là, de dettes. Puis on voit ici là, que j'ai mes hypothèques, mes lignes de crédit. Préconstruction, on le traite comme une ligne de crédit. Donc, si je rentre au niveau de mon hypothèque, super simple, c'est une hypothèque là, sur 5 ans, renouvelable dans 5 ans, c'est une hypothèque de 5 millions, je suis avec la Banque nationale, je paye mon capital à tous les mois avec une ballonne à la fin de mon renouvellement. Mes taux d'intérêt sont fixes, mais j'aurais pu prendre des intérêts variables basés sur le prime avec un spread. Donc, tout ça, je peux le bâtir à l'intérieur de Kiriba, voire même, souvent les hypothèques, c'est un débit autorisé, préautorisé directement dans mon compte. Mais si ce n'est pas le cas, je peux même configurer les paiements automatiques, mes paiements d'intérêt, mes paiements de capital, ces choses-là. Donc, je peux le configurer pour que ça s'envoie à la contrepartie automatiquement. Mais ce que je voulais montrer, l'important, c'est la cédule que je viens générer avec mes dettes. Donc, on le voit là, mes paiements de principal, mes paiements d'intérêt, throughout jusqu'à la date de renouvellement ou la date de fin. Donc, ça, c'est super important. Puis, il y a un paquet de rapports que je peux bâtir à travers ça. Combien j'ai de dettes en tout avec, par exemple, une de mes contreparties, combien je paye en tout de capital ou d'intérêt. Donc, une fois que l'information est dans le système, je peux avoir là, toutes sortes de rapports. L'autre type de dette, pré-construction. On le voyait en début de démo, j'avais 2 pré-constructions, un pour la phase privilège, puis un pour le bassin KB. Donc, on voit là, que j'ai des limites à pré-approuver de 17 millions et de 25 millions. Si je rentre à l'intérieur, ma dette de construction, un peu le même principe, là, le settlement, j'ai mes cédules, on voit mes drawdowns. Donc, je peux planifier mes drawdowns basés sur le plan de projet qu'on me fournit ou par le contrôleur. Donc, on le voit ici, j'ai déjà fait un drawdown en début juin. J'ai un autre drawdown qui est prévu pour le 15 juillet. Puis j'en ai un dernier qui est prévu pour l'année prochaine au mois de juin également. Donc, je peux les prévoir. Ça va créer mes forecasts. Ça va créer l'intérêt aussi potentiel que je vais payer. Puis ça, je trouve ça super intéressant. Donc, on voit que j'ai un drawdown de 2 millions qui s'en vient dans le prochain mois. Et tout ça, je viens le coupler. Et voici, je retourne dans Cash Management. Un autre type de vue, mais vraiment type pour le projet spécifique, donc pour ce compte de banque-là spécifique. On voit mon premier drawdown que j'avais fait 10 millions. On le voit ici. On voit mon prochain drawdown que je prévois selon le plan de projet
de 2 millions dans la semaine du 15 juillet. Et naturellement, on voit mes soldes, mon évolution grâce au graphique ou grâce ici en bas, on voit mon évolution. Maintenant, mon contrôleur, je l'appelle, puis on est toujours on time. Puis là, il me dit non, on a été frappé par quelque chose qui s'appelle une pandémie mondiale. On a pris un peu de retard. Ben, si je retourne dans mes drawdowns, regarde, ça ne sera pas au mois de juillet, ça va être au mois d'août. Ben, c'est quoi l'impact sur mes cash forecasts? Donc, je peux venir facilement calculer, OK, c'est plus au mois de juillet, c'est 2 semaines plus tard au mois d'août. Je vois le temps avancer, là, je vais me dépêcher. Je reprends ma cédule, on va le régénérer. Boum, pour le 13 août, on voit l'impact que ça a sur la cédule rapidement. Je fais sauvegarde, je retourne dans mon cash forecast. Boum, on voit l'impact que ça a dans la semaine du 15. Et je finis négativement. Qu'est-ce que je fais? Je viens funder avec un autre compte. Je vois que j'ai des comptes payables, peut-être que je peux bouger. Je vois du salaire, 1 million, ça, avant les vacances de la construction. Je ne peux pas toucher ça, c'est sûr. Je regarde mes comptes payables. OK, qu'est-ce que j'ai? Bon, ben, j'ai ciment trottier, j'ai grue dans les airs, puis j'ai toit couvert. Y en a-tu que je peux appeler et dire, regarde, on est dans le chenoute, on peut-tu s'arranger pour plus tard? Oui, non, à voir, mais prenons monsieur toit couvert, puis je déplace, par exemple, à plus tard aussi, allons voir l'impact que ça a sur mon cash forecast. On voit que là, ça m'aide un peu au niveau de mon forecast. Ce qui peut être intéressant aussi, ben, je peux jouer avec des scénarios puis dire, ben, par exemple, tous mes comptes payables, encore une fois, j'ai la COVID, mes coûts augmentent de 20 ben, qu'est-ce que ça va me donner? Quel impact que ça a d'augmenter mes coûts de 20 Donc, je peux créer des scénarios et vraiment retourner à la gestion, à la direction, de dire, ben, regarde, mes matériaux ont augmenté de 20 voici l'impact que ça a, puis ça nous met un petit peu dans le chenoute. Il faut revoir certaines façons de faire. Donc, ça me permet d'être proactif au lieu d'être réactif. Et ça, tu l'as fait sur l'ensemble des payables, mais on pourrait avoir une ligne de code qui serait en fin de compte juste mes matériaux. Puis là, après ça, je pourrais les augmenter avec une augmentation qui est peut-être plus en ligne avec ce qu'on voit dans le marché, proche de 50 donc, ça, c'est en jouant sur mes payables. On peut aussi financer à travers différents comptes et donc de faire un certain pooling de notre cash, de générer en fin de compte des transferts. Puis la beauté ici, c'est qu'au moins le système va confiner ou avoir toute cette information-là en même le système. Donc, on va pouvoir repousser ça vers notre système par la suite. Exact. Puis une fois vu que je suis connecté avec l'ensemble de mes banques, c'est super facile de venir dire, ben, je viens balancer mes comptes entre eux. Un exemple ici, un autre style de worksheet, de feuille de travail. Mais on voit ici mes balances d'ouverture, mes balances de fermeture. Puis je vois que j'ai vraiment un compte qui est déficitaire pour la journée. Ben, je ne veux pas ça, je ne veux pas finir dans le négatif. Donc, facilement, en quelques clics, je peux venir dire, ben, viens balancer ce compte-là, mais au moins le mettre à zéro. Puis on retrouve un peu là, ce que je vous avais montré au niveau du paiement tantôt, même principe. Donc, le compte débiteur, créditeur et le montant pour s'assurer qu'on finit la journée au moins à zéro. Si je veux en mettre plus, je peux en mettre plus aussi. Tout ça, je l'ai fait manuel, mais je peux le configurer aussi. Donc, je peux avoir un principe de, ben, en fin de journée, je ramène tous mes comptes à zéro. J'ai un master account. Que je sois négatif ou que je sois positif, je m'assure que l'ensemble de mes comptes sont à zéro. Par exemple, mes comptes pour la société privilège, par exemple, je pourrais tout ramener ça à zéro. Automatiquement, je le cédule. Mes instructions de paiement vont partir. Ils vont tomber dans le workflow approval, mais vu que c'est entre mes comptes, ben, j'aurais probablement pas besoin de 3 eyes ou 6 eyes ou de 3 niveaux d'approbation. Probablement, je peux les laisser aller partir après un seul niveau d'approbation. Surtout que, puis ici, on voit les zones ombragées gris qui nous permettent que les comptes sont figés. C'est qu'on ne peut pas venir modifier le compte avant de faire le transfert. Malheureusement, pour celui-là, je ne peux pas venir mettre mon propre compte, mon numéro de compte, puis me payer le 139 000. Excellent.
Donc ça fait un peu le tour de la présentation. Je sais qu'il reste à peu près 4 minutes pour certaines questions. On va peut-être les prendre un peu en rafale. Il y a une question qui nous est posée de façon anonyme. Est-ce que c'est possible d'intégrer les comptes de banque pour n'importe quelle banque à l'international ou les banques doivent être compatibles avec ce système? La réponse, c'est oui. On est capable de s'intégrer avec n'importe quelle banque, que ce soit à l'international, domestique. Il peut y avoir certaines banques très exotiques, là, Zimbabwe, qui technologiquement peuvent être arriérées, mais on a toujours trouvé une façon à date d'intégrer les informations bancaires. Et il y a une question de Liliane sur le côté bidirectionnel de la communication avec les systèmes comptables. Ici, elle mentionne Maestro étant l'exemple qui nous est donné. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le système de trésorerie, pour accepter de l'information, est très flexible. On peut le prendre dans plusieurs formats et quantités d'informations. Quand on renvoie de l'information, donc si on renvoie des confirmations de paiement, des entrées comptables, par exemple, vous pouvez imaginer tout ce qui est interco, ou même les payables qui ont été confirmés par la banque, on renvoie l'entrée comptable qui vient avec ça. C'est là où des fois, effectivement, dépendant du système, le système comptable peut avoir un peu plus de difficulté à absorber cette information-là. Je dois avouer que de plus en plus, ce que l'on voit, c'est que la migration des systèmes comptables vers une solution cloud, de par le côté cloud, fait en sorte que les systèmes comptables deviennent aussi très bidirectionnels et donc acceptent cette information-là qui viennent pour vraiment maximiser l'intégration de la donnée. Oui, je suis d'accord. Donc, avec tout ce qui se passe au niveau du développement des logiciels, les API, je pense que c'est des termes qu'on a entendus souvent, ce qui permet l'integration entre les différents systèmes. Donc, de moins en moins, on se bute à la difficulté d'intégration avec des systèmes comptables. C'est sûr que s'il y a des entreprises qui ont un système comptable qui date de 10 ans puis qui est barré, there's so much we can do. Et à ce moment-là, la solution qu'on préconise dans cette situation-là, souvent, c'est de dire, si on ne peut pas donner le détail au système comptable, on va donner au moins une entrée sommaire, mensuelle, et le faire de cette manière-là. Donc, en fin de compte, il y a certaines fonctionnalités comme la réconciliation bancaire qui peut se faire à même le TAS ou à même la plateforme de Kyriba. Et après ça, les résultats sont postés vers le système comptable. Écoutez, il y avait une dernière question. On est sur le midi flat. Si on procède présentement par l'envoi de fichiers de paiement PPA sur chacune de nos plateformes bancaires, est-ce que ce volet est transférable sur les plateformes Kyriba et TAS? C'est une question qui est intéressante parce qu'en fin de compte, l'information qu'on prend du système comptable, ou bien le système comptable se connecte à la banque, ou bien ce qu'on suggère, c'est on prend cette information-là et on renvoie l'information vers la banque. Il y a deux façons de le faire. Ou bien on intègre l'ensemble de la donnée, ou on fait juste un forward pur et simple. L'important, c'est qu'en fin de compte, tous ces paiements-là ou ces fichiers-là sont intégrés automatiquement dès qu'ils transitent par notre système de trésorerie, vont être intégrés automatiquement dans notre forecast. Donc, ces mêmes fichiers-là, qui sont déjà uploadés probablement à travers le portail bancaire, on peut les transférer à Kyriba. Kyriba va se charger de les déposer directement à la banque. Plus besoin d'être uploadés. J'ai travaillé avec des clients pour lesquels il y en avait plusieurs là, par édifice ou par projet. Donc, tout ça, là, on peut optimiser le processus. Donc là-dessus, ça conclut un peu notre webinaire. Il ne me reste plus qu'à vous remercier énormément de votre participation, de vos questions.
On est là, évidemment, pour répondre à tout autre questionnement ou déploiement là, qui pourrait avoir lieu dans vos entreprises respectives. En vous souhaitant une très belle fin de journée. Go Habs, go!